à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire décryptage du CNAR. On va revenir progressivement. Petit rappel avant de commencer, les webinaires décryptage, ce sont donc des formats courts, des rendez-vous trimestriels avec des experts pour faire le point sur les grands enjeux actuels, soit économiques, géopolitiques, démographiques, et puis analyser surtout leurs impacts potentiels pour nos territoires. Alors, comme vous le savez, ce deuxième webinaire décryptage est donc consacré aux mobilités résidentielles post-Covid. Et pour décrypter leurs enjeux, je propose d'accueillir sans plus attendre notre intervenant, Olivier Victorga, professeur des universités en aménagement du territoire et chef du service études et prospectives de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition d'intervention. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez nous parler dans quelques instants de ces dynamiques démographiques qui sont en cours depuis la crise sanitaire. Vous en parlerez pendant 15 à 20 minutes et puis on prendra ensuite selon le temps restant 10 à 15 minutes pour répondre aux éventuelles questions des participants. Donc si vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous souhaitez approfondir ou éclaircir certains points, je vous invite à nous le signaler par écrit dans le fil de discussion et puis on fera remonter toutes vos questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas et sans plus attendre, je laisse la parole à notre intervenant, Olivier. Ok, ben merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous. Donc effectivement, l'idée c'est de vous parler un petit peu de mobilité résidentielle, post-Covid, mais aussi pré-Covid. Vous allez voir, je vais partager un diaporama, qui devrait s'afficher, que je vais lancer. Hop, c'est bon, hein, voilà. Donc qu'on vous fera passer, hein, enfin voilà, que j'ai transmis, qu'on peut vous faire passer. Donc j'ai repris le titre de la petite séquence là. Donc l'idée c'est interroger cette hypothèse, enfin qui a été très médiatisée d'exode urbain, hein, l'hypothèse selon laquelle depuis le Covid on aurait un départ massif de personnes vivant notamment dans les plus grandes villes, dans les métropoles, qui iraient se localiser dans les villes moyennes, dans les territoires ruraux. Bon, donc alors au départ, bon, ça a été très très médiatisé. On a eu plein de reportages dans les médias et avec une difficulté pour se prononcer sur le degré de généralité du phénomène. Bien sûr, ça existe. Des gens qui ont déménagé, qui ont quitté Paris pour aller s'installer en Creuse, ça existe. Voilà, l'enjeu pour nous, chercheurs, hein, producteurs d'études, c'est de savoir si c'est un phénomène marginal ou un peu massif. Donc pour ça, il faut travailler sur des statistiques. Le problème, c'est qu'on était démunis au départ parce qu'on n'a pas, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas de statistiques tout de suite sur les déménagements. Donc il a fallu ruser un peu. Alors moi, j'avais travaillé de mon côté au niveau du service études de la région Nouvelle-Aquitaine sur les statistiques sur les inscriptions scolaires pour approcher le phénomène, parce qu'on avait des statistiques là-dessus post-Covid, en disant, bah voilà, si on a un regain d'inscription scolaire sur un territoire, sans doute c'est qu'il y a plus de gens qui sont venus s'installer. D'autres chercheurs ont travaillé sur les réexpéditions courrier de la Poste. Enfin, il y a eu plusieurs stratégies pour approcher le phénomène. Et le plus récemment, on a retravaillé dans le cadre d'une étude voilà, co-publiée avec France Stratégie. On a mobilisé à la fois des données sur les inscriptions scolaires et sur le prix du foncier. Et l'idée, c'était vraiment de s'interroger sur les phénomènes avant Covid, après Covid. Donc, j'ai juste un petit tableau comme ça et une carte pour résumer l'étude, hein. Donc, en gros, on s'est intéressé à des catégories de territoires. On a mis de côté la métropole de Paris, qui est très spécifique, avec le pôle de la métropole et la couronne. Les autres métropoles hors Paris pour les couronnes. Les villes moyennes pour les couronnes. Les petites attractions des villes pour les couronnes. Et puis les zones rurales. Et à chaque fois, on s'est demandé comment évoluaient les inscriptions scolaires après Covid par rapport à avant. Si vous avez un plus bleu, c'est que la dynamique après Covid était plus forte qu'avant Covid. Si vous avez un signe moins, c'est qu'elle était moins forte. Donc sur les inscriptions dans les écoles maternelles et primaires, sur les inscriptions au collège et lycée et sur le prix de l'immobilier. Donc c'est des façons d'approcher le phénomène. Encore une fois, l'idée derrière les inscriptions scolaires, c'est des statistiques qu'on a rapidement. C'était se dire, bah, si les inscriptions montent, c'est qu'il y a des gens qui viennent s'installer, hein. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a trois catégories en fait qui ont des valeurs positives, ou disons c'est plus dynamique après qu'avant Covid, hein. C'est vraiment on fait du avant-après. C'est les couronnes des métropoles hors Paris. C'est les villes moyennes pour les couronnes. Et sur l'aspect dynamique des inscriptions sans dynamique immobilière, là, on s'aperçoit quand même bah, que ça concerne aussi les petites aires d'attraction des villes et aussi les zones rurales, mais sans effet sur les prix de l'immobilier. Bon,
Et qui perd à ce jeu des mobilités là, c'est plutôt c'est les pôles des métropoles de Paris et puis même des métropoles hors Paris en moyenne. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour toutes les métropoles, mais pour un ensemble d'entre elles. Alors donc on a quand même des résultats assez intéressants qui sont confirmés par les autres études qui portent sur d'autres jeux de données qu'on peut résumer en fait pour garder en tête qu'est-ce qui s'est passé après Covid. Il s'est passé un double phénomène quand même de ce qu'on appelle le desserrement métropolitain. Oui, on a des gens qui sont partis des plus grandes villes, des plus grandes métropoles, à commencer par Paris, pour aller ailleurs, mais pour aller ailleurs pas très loin. Donc c'est la poursuite de ce que certains vont appeler la périurbanisation, ou bon, moi je préfère ce terme de desserrement métropolitain qui est moins péjoratif, on va dire. Périurbanisation, des fois, ça a une connotation malheureusement péjorative, mais bon, peu importe. Et puis le deuxième phénomène, c'est que c'est pas que ça. On a aussi des gens effectivement qui partent des plus grandes villes pour aller dans les villes moyennes ou des territoires ruraux. Donc là, certains parlent de renouveau rural. Bon, c'est des phénomènes qui existent, qui ne sont pas massifs. Donc le terme d'exode, il est vraiment à mettre de côté. On n'a pas affaire à un exode, c'est-à-dire à des départs massifs des grandes villes. Mais ça existe. C'est des phénomènes qui existaient avant. J'y reviendrai tout à l'heure. Simplement qui sont un peu accélérés depuis le Covid, hein. Donc, desserrement métropolitain, renouveau rural, renouveau de certaines villes moyennes. Ça ne concerne pas toutes les métropoles, ça ne concerne pas tous les territoires ruraux, toutes les villes moyennes, mais on a quand même quelque chose voilà, qui compte et qui a observé. Alors ça, c'est une carte qui permet de visualiser les résultats de l'étude qu'on a menée avec France Stratégie là. Donc avec en bleu, c'est les territoires où tous les indicateurs sont positifs après Covid par rapport à avant. Hein, ça correspond à mes croix bleues de tout à l'heure là. Tout est positif. Et puis en orange, tout est négatif. Alors ça ne veut pas dire que tout baisse, hein, c'est négatif, ça veut dire que ça évolue moins favorablement après Covid qu'avant. Bon, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous montre? Bah, que c'est un peu le bazar, quoi. On a des territoires bleus et oranges un peu partout en France. On n'a pas de logique clairement régionale, on pourrait dire macro-territoriale. On a des territoires, voilà, qui semblent avoir bénéficié de dynamiques favorables après et d'autres de dynamiques défavorables après Covid par rapport à avant. On retrouve pas mal de métropoles en orange, hein, donc Paris, vous voyez Bordeaux, Nantes, Rennes, etc. On a quand même voilà, cette régularité-là. Bon, ça, c'est l'après-Covid, et encore une fois, c'est très convergent avec les travaux qui s'appuient sur les réexpéditions courrier de la Poste. Les travaux, maintenant, l'INSEE a commencé à en produire vraiment sur les déménagements. On commence à avoir des vrais chiffres et donc tous les résultats convergent. C'est pas massif, donc ne parlons pas d'exode urbain, mais il se passe quelque chose. Du desserrement métropolitain et du renouveau rural ville moyenne, pas pour tous, pour certains. Et c'est pas des choses totalement nouvelles, c'est des choses qui existaient avant Covid. Simplement, ça a un petit peu accéléré, hein. Ça, c'est les faits, on va dire, les constats statistiques qu'on peut dresser. Alors en complément, ce qu'on a fait depuis tous ces travaux là sur la période post-Covid, c'est creuser sur les mobilités résidentielles, parce que comme ça s'inscrit dans une continuité. C'est en fait après Covid, bon, ça accélère un peu, mais c'est des choses qui existaient avant. L'idée, c'était de creuser avec de la donnée plus fiable, plus complète, plus exhaustive sur ce qui se passait sur les mobilités avant. Donc là, j'ai travaillé avec des collègues hein, de mon service là sur des données du recensement de la population. Bon, alors, je ne vais pas présenter tous les résultats, juste certains. Sur le recensement 2019, donc en gros qui couvre la période 2017-2020, on va dire 2016-2020, et puis sur le recensement 2013 qui couvre la période 2011-2015. Donc on a une dizaine d'années de recul, quoi, hein. Et l'idée forte, c'est de vous montrer que les mobilités résidentielles, en fait, on peut le voir comme l'enchevêtrement de trois systèmes de mobilité. C'est les mobilités résidentielles, les déménagements, on pourrait dire dans le langage plus courant, hein. C'est avant tout des déménagements dans la proximité. Mais c'est aussi un autre système de mobilité, des déménagements entre grands centres urbains. Et puis ensuite, quand même, des déménagements du haut vers le bas de la hiérarchie urbaine, du gradient d'urbanité, hein. Donc, je vais vous donner quelques éléments là pour montrer ça. Alors, déménagement dans la proximité, c'est quand même ce qui domine largement. C'est un petit tableau. Donc, vous voyez France hexagonale, bon, France métropolitaine, on va dire là. C'est recensement 2019. Vous voyez, ça, c'est le nombre total de déménagements, de déménagements qu'on a observé sur l'année. 6,7 millions en gros de déménagements. C'est le nombre de personnes qui déménagent. Il y en a 35% qui déménagent en fait, qui changent de logement, qui restent dans la même commune, 2,3 millions. 2,3 millions qui changent de commune, mais qui vont dans une commune à moins de 20 km. Donc vous voyez, c'est du déménagement dans la proximité. Bon, 70% des déménagements, c'est ça.
70%, c'est du déménagement dans la proximité. Des communes à plus de 20 km, vous voyez, c'est en gros 2 millions de personnes, c'est 30%. C'est pas rien, mais disons 70%, c'est de la proximité. Bon, comme moi, je travaille avec des focus, hein, Nouvelle-Aquitaine. Là, bah, c'est les chiffres pour la région, parce on peut avoir des variations régionales. Vous voyez, en Nouvelle-Aquitaine, le chiffre, c'est pas 70%, c'est 57%. Donc, les déménagements à plus de 20 km sont un peu plus nombreux. Ça peut s'expliquer par le fait que la Nouvelle-Aquitaine est une région plus rurale. Donc, bah, quand on déménage, on va un peu plus loin. Voilà. Autre indice statistique enfin de la portée géographique des déménagements, c'est la distance à vol d'oiseau entre la commune de départ et la commune d'arrivée pour les gens qui déménagent. On calcule des quantiles, alors peu importe, mettons cette ligne-là, celle que j'ai surlignée, et vous pouvez la regarder. Ça, c'est ce qu'on appelle la médiane. Ça veut dire c'est la valeur, c'est le nombre de kilomètres que les gens franchissent, de telle sorte que la moitié des déménagements sont à moins de cette distance et la moitié à plus. Bon, bah, en gros, là, ce que ça me dit, mon tableau, c'est que 50% des déménagements se font entre des communes qui sont à 16 km de distance à vol d'oiseau. Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus, 33 km, c'est assez convergent. C'est un autre indicateur, c'est une autre façon de mesurer le degré de proximité géographique, vous voyez, c'est très fort. Et vous avez 75% à moins de 83, donc 25% qui sont à plus de 83 km et 25% à plus de 278 km, etc. Donc, premier système de mobilité résidentielle, super important, qui pèse très fortement, c'est on déménage pas loin, on déménage pas loin, à proximité. Alors n'ayez pas peur de ce tableau parce que je vais juste commenter un chiffre. Voilà, c'est une autre façon d'appréhender la réalité. C'est là, on regarde comme j'ai des données à la commune. Je me sers de ce qu'on appelle la grille communale de densité. On peut distinguer les communes les plus denses, c'est les grands centres urbains. Donc vous avez Paris, Bordeaux, mais vraiment intramuros, hein, Bordeaux, Poitiers aussi fait quand même partie des grands centres urbains. Vous avez un ensemble, c'est les territoires, les communes les plus denses. Et puis après, centre urbain intermédiaire, ceinture urbaine, petite ville, ça descend en densité. Les 4 premières catégories, c'est l'urbain. Les 3 dernières, c'est le rural. Et on va du plus urbain au plus rural. Donc, c'est les gradients voilà, c'est la grille communale de densité, de la densité la plus forte 1 à la plus faible 7. Et puis, ben, en fait, je sais, moi, d'où les gens déménagent, d'où ils partent et où ils vont. Donc, je connais les communes d'origine en colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis les communes de destination, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, j'ai voilà, toutes les mobilités, j'ai les pourcentages sur 100%, d'où on vient et où on va. Bon, ben, le chiffre fort là, à retenir dans mon tableau, celui que je voulais vous montrer là, c'est ce 23,8%. C'est 25%, un quart, on va dire. Ce que me dit ce tableau, c'est qu'un quart des déménagements se font de grands centres urbains vers des grands centres urbains. Alors parfois, on a des grands centres urbains très proches les uns des autres, hein. On peut avoir Paris-Créteil, par exemple, vous voyez. Enfin voilà, on peut avoir des choses. Donc ça veut dire c'est pas étanche à ce que je disais juste avant sur des déménagements dans la proximité. Mais là, en plus, on peut dire c'est entre grands centres urbains. Et un quart, 1 sur 4, donc c'est beaucoup, hein. Donc là, j'ai 3 cartes qui montrent bah, de où vers où ça va. Alors, on simplifie un peu parce que là, c'est les mobilités, enfin, les flux qu'on représente, parce que sinon, ce serait illisible, hein. C'est les flux entre, on agrège au département, en fait, hein. Ça, c'est l'ensemble des flux, ma carte de gauche. C'est que les mobilités entre grands centres urbains, hein, en France, au recensement 2019. Là, c'est les mobilités Paris vers les grands centres urbains de province. Et puis ça, c'est à la carte de droite, c'est les mobilités entre grands centres urbains hors Île-de-France. Donc on voit qu'on a des mouvements partout quand même, hein, à la fois qui partent ou qui vont vers l'Île-de-France. Alors c'est majoritairement qui partent d'Île-de-France. Et puis, mais pas que. On a aussi des mobilités entre Bordeaux et Toulouse, Bordeaux et Nantes, Nantes et Rennes, etc., hein. Donc ça circule pas mal. Bon, ça c'est un système de mobilité super important. Alors je ne vais pas creuser là, on n'a pas le temps, mais qui concerne avant tout des cadres sup, professions intermédiaires, hein, c'est assez marqué socialement, mais qui compte, encore une fois, c'est un déménagement sur 4, hein, avec quand même, pour beaucoup, encore une fois, déménagement de l'Île-de-France vers des grands centres urbains de province, hein. C'est vraiment, on quitte Paris pour aller à Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon, Montpellier, Marseille, etc., hein. Donc ça joue, hein. C'est mon deuxième système de mobilité, quoi. Troisième système, donc pareil, ne soyez pas affolés par ce tableau-là. Là, simplement, ce que je veux montrer, je le lis autrement là. C'est-à-dire que je peux agréger les mobilités
qui se font entre communes de même niveau de densité. Donc, je vous ai dit, c'était en gros un quart là, entre de 1 à 1, grand centre urbain vers grand centre urbain. Mais je peux ajouter ceux qui vont de centre urbain intermédiaire vers des centres urbains intermédiaires, etc. Et puis du rural à habitat dispersé vers le rural habitat. Donc, je fais la somme là de ma diagonale. Ça me dit que pèsent les mobilités au même niveau de la grille de densité, quoi. Je vais d'un certain niveau d'urbanité au même niveau d'urbanité. Ça pèse, mais pas tant que ça pèse 37,4%. Disons un petit 40%, quoi. Un petit 40%, c'est des mobilités entre même niveau de densité, dont, dans mes 40%, dont 25%, en gros, hein, entre grands centres urbains. Donc, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de mobilités qui vont d'un niveau de densité à un autre. Hein, donc, c'est toutes les autres cases là. Et donc là, il y a un enjeu à savoir, mais on va de où vers où? On va plutôt de l'urbain vers le rural ou du rural vers l'urbain? Comment ça se passe? Bon, ben pour résumer ça, alors c'est un schéma un petit peu complexe, mais c'est mon dernier schéma là. Puis après, j'aurai une petite slide de conclusion implication. Quand on analyse précisément ce tableau, qu'on le met sous forme graphique, alors d'une certaine façon, je vais vous expliquer ce tableau-là. Ce qu'on observe, c'est que, ben oui, ça bouge entre niveau de densité et ça va plutôt du haut de la hiérarchie urbaine vers le milieu et le bas. Alors, je vous explique mon schéma. Là, vous voyez grand centre urbain, c'est mes communes de niveau de densité le plus fort. Ensuite, centre urbain intermédiaire, c'est au niveau 2, ceinture urbaine 3, petite ville, puis après bourgs ruraux, rural à habitat dispersé et très dispersé. C'est mes 7 niveaux que je retrouve. Dans la case, le chiffre que j'ai indiqué là, c'est le solde. Ça veut dire quand je compte tous les gens qui partent des grands centres urbains pour aller ailleurs que dans des grands centres urbains, et les gens qui viennent, mon solde, c'est moins 127 000. Ça ne veut pas dire que personne vient s'installer dans les grands centres urbains. Certains viennent, d'autres partent. Si je fais le solde, c'est moins 128 000 personnes en gros. Et mes flèches, elles me disent vers où ça part. Bon, ben, sur mes 128 000 personnes qui partent là, en solde, là, il y en a 54 000 en gros qui vont vers les petites villes. Et puis j'en ai 15 700, 15 800, là, c'est vers rural habitat dispersé. Et puis 32 000, cette flèche-là, là, qui vont vers bourgs ruraux, etc. Donc on voit bien que des grands centres urbains, il y a des soldes négatifs en fait avec tous les autres niveaux. Toujours les flèches, elles sont orientées vers les autres niveaux, avec deux niveaux qui privilégiés, on pourrait dire, où on a les chiffres les plus forts, parce que l'épaisseur des flèches est proportionnelle au nombre, aux chiffres là. C'est vers les petites villes et vers les bourgs ruraux. Centre urbain intermédiaire, idem. Ça perd vis-à-vis des petites villes, ça perd vis-à-vis des bourgs ruraux, ça perd vis-à-vis des rurales à habitat dispersé, ça perd vis-à-vis de tous les niveaux. Mais là aussi, avec notamment vers les petites villes et puis bourgs ruraux, rurales à habitat dispersé. Et après, après les autres niveaux, ben, ça gagne. Vous voyez là, les deux chiffres négatifs, c'est pour grand centre urbain et centre urbain intermédiaire. Tous les autres gagnent, mais dans ceux qui gagnent vraiment beaucoup, on a petites villes et bourgs ruraux. C'est les deux niveaux, donc c'est plutôt le milieu de la grille de densité. Hein. Mais ça gagne aussi un peu hein, dans le rural à habitat dispersé et très dispersé. Donc en gros, c'est mon troisième système de mobilité. Ça bouge aussi des territoires les plus denses vers des territoires moyennement ou faiblement denses. Des plus grandes villes vers villes moyennes et vers les territoires ruraux. Donc cette idée qu'il y a des choses qui bougent est quand même pas à rejeter, elle est pas fausse. Hein. Il faut la garder en tête. C'est pas encore une fois, c'est pas ultra massif, mais ça concerne tout un ensemble de personnes. Hein. Voilà. Une petite Alors précision, c'était bien des données de 2019 ou c'était un peu plus large 2019, là, hein, tout ça. ça, c'est recensement 2019. Hein. Donc, c'est pour dire aussi, c'est antérieur au Covid, ça. Hein. C'est ce Mm. que je vous disais au début, c'est-à-dire que ce qu'on observe après Covid, c'est la continuité d'un processus antérieur. Vous voyez ce phénomène de desserrement métropolitain. On part des plus grandes communes urbaines vers les autres niveaux, là, ville moyenne, territoire. Bah, c'est avant Covid. On l'a après aussi. Enfin, voilà, on a les chiffres après, mais c'est un processus qui existe depuis pas mal de temps, hein, mais que les gens ne voyaient pas forcément. En tout cas, voilà. Alors, quelques petites implications pour finir et puis pour laisser du temps à quelques questions là. Bon, ce que ça montre ça quand même, c'est bon, c'est l'intérêt de connaître un peu les chiffres, de documenter un peu les flux, de voir un peu comment ça bouge quoi. Et pour tous ceux qui sont en charge de certains territoires, se dire bon ben nous on est concernés comment quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, est-ce qu'il y a des gens qui partent? Il faut faire attention. Parfois les gens regardent pas tout à fait comme il faut la population des territoires dont ils ont la charge. Ils regardent juste l'évolution globale du nombre d'habitants. Or, on peut très bien avoir des territoires, il y en a pas mal, où la population baisse, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vient, quoi.
La baisse de la population, elle peut s'accompagner d'un solde migratoire positif, hein. Simplement, il y a plus de décès que de naissances, et donc ça fait plus que compenser le solde migratoire. Mais bon, bref. Donc, c'est important de connaître la dynamique de population, d'arriver à distinguer ce qui relève du solde naturel, du solde migratoire, de savoir qui vient, pourquoi ils viennent, quelles sont leurs attentes. C'est un sujet important. Alors, comme là, voilà, vous êtes un public agence de développement économique, bah, c'est un sujet super important, notamment quand on a en tête la problématique du recrutement des entreprises. Peut-être les deux points que je souhaite souligner. Le premier, ça consiste à dire assurer le recrutement des entreprises, c'est pas qu'un problème d'attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Il faut avoir conscience qu'on a aussi des gens présents localement sur les territoires, notamment des personnes au chômage ou éloignées de l'emploi, qui peuvent répondre aux besoins. Donc, comment on fait pour répondre aux besoins des entreprises en s'appuyant sur les ressources présentes localement, sur la main-d'œuvre présente localement, ou des personnes susceptibles de travailler. Et puis, il y a aussi la question de comment on fait bah, pour favoriser l'installation de personnes qui viennent d'ailleurs, hein. Et là, sur les deux axes, j'ai envie de dire, l'enjeu fort, me semble-t-il, aujourd'hui en termes de développement économique, ça consiste à décaler un peu la focale, hein. Se dire que si on veut que des gens viennent s'installer, ou si on veut que des gens qui sont sur le territoire accèdent à l'emploi, et si on veut que les gens qui viennent s'installer restent sur le territoire, le sujet fondamental, c'est un sujet de réponse aux besoins des personnes, besoin en termes de formation, de mobilité, d'accès à la santé, au logement, de garde d'enfants, d'accès à l'école, aux loisirs, à la culture, etc. C'est des enjeux en fait de bien-être des populations, quoi, bien-être des populations présentes ou à attirer. Ça relève pas de ce qu'on appelle la politique de développement économique au sens strict, et pourtant, ça me semble tout à fait fondamental, y compris pour faire du DevEco, si on se dit que le sujet, c'est notamment le recrutement. Donc, ça veut dire aussi qu'en termes d'action derrière, hein, il y a des enjeux forts de mettre en place des politiques transversales, multi-acteurs, multi-échelles, de penser le DevEco en même temps que les politiques de formation, en même temps que les politiques jeunes enfants, etc. Voilà, j'arrête là, j'ai été peut-être un petit peu long, mais il Non, reste un peu de temps pour des questions éventuelles, donc n'hésitez pas, hein, je suis à votre c'est parfait. disposition. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, c'était très clair. On a une question, bon, vous avez partiellement répondu, vous citez notamment que les déménagements concernant de grands centres urbains, un grand centre urbain était plutôt lié au CSP+, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a de la visibilité sur les classes sociales concernées par les autres types de mobilité résidentielle? Ouais, on a effectivement, on a quand même des effets niveau de diplôme en fait, hein. En fait, Mhm. la mobilité augmente avec le niveau de diplôme, qui dit des choses aussi sur les catégories sociales auxquelles on appartient. Donc, les catégories ouvriers, employés, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de déménagement, mais ça se fait plus dans la proximité immédiate, on va dire, hein, ça c'est sûr. Sur donc après, profession intermédiaire et cadre supérieur encore plus, c'est des mobilités plus lointaines, on va dire. On a beaucoup de mobilité. Alors pour les étudiants, hein, enfin voilà, des étudiants qui entre, mettons, premier cycle, deuxième cycle universitaire, voilà, enfin entre licence et master, on va dire, ça peut bouger. Et puis même pour le premier emploi. Donc on a beaucoup de mobilité aussi quand on rentre dans la vie active, avec un bassin d'emploi massif. C'est voilà, on a quand même des trajectoires. On a des jeunes qui viendront CSP, CSP+, euh, qui vont à la fac, qui vont dans les grandes écoles, etc., qui souvent vont aller prendre un premier job, enfin un certain nombre dans les plus grandes villes, notamment sur Paris, mais qui après peuvent avoir envie de bouger à la quarantaine une fois qu'ils ont des enfants, etc. Enfin bon, on a des systèmes de mobilité, des trajectoires presque qu'il faut reconstruire. Retraités, on a des flux, bah, ça va vers le littoral, hein, enfin voilà, hein, ça va vers le sud, l'ouest et le littoral, donc on a beaucoup de flux aussi qui partent de l'Île-de-France, voilà, donc ouais, on peut arriver, même on pourrait cartographier ça, hein, cartographier un peu en fonction des catégories sociales des personnes. Il y a une petite difficulté pour une catégorie, enfin, ce serait vrai pour toutes, mais c'est un vrai sujet pour les personnes au chômage. Quand vous regardez la mobilité des gens qui sont déclarés chômeurs au recensement, on s'aperçoit que les mobilités sont importantes. On déménage assez loin. Là, le problème, c'est que on ne sait pas si la personne était chômeuse, un chômeur, au moment de son déménagement. Et elle est au chômage au moment où on l'interroge. Mais un an, parce qu'en fait, la donnée qu'on a sur la mobilité, c'est que les gens qui sont recensés, on leur demande quelle est votre catégorie sociale aujourd'hui, donc chômeur, mettons. Et est-ce que vous habitiez à la même adresse il y a un an? Donc certaines vont dire non et elles vont préciser donc on sait qu'elles ont déménagé. Mais on ne sait pas si elles ont déménagé, elles étaient déjà au chômage ou si c'est parce qu'elles ont déménagé qu'elles se retrouvent au chômage. Donc
c'est un petit sujet un peu qui peut sembler technique, mais auquel il faut faire attention pour pas mal interpréter les résultats qu'on a, quoi. Parce qu'on a des gens qui déménagent, oui, et puis se retrouvent au chômage parce qu'on suit le conjoint et puis on est pendant une certaine période au chômage, quoi. Voilà. D'accord. Merci pour ces précisions. On a une deuxième question un petit peu plus prospective. Est-ce qu'on est en mesure, est-ce que vous êtes en mesure, d'anticiper des tendances pour le futur? Bah, c'est un peu compliqué, un peu compliqué. Alors, on peut se dire quand même qu'il y a une certaine inertie, parce que moi, les chiffres que j'ai brassés, là, je vous ai dit, je vous ai présenté des chiffres 2019. Au début, on avait aussi regardé les chiffres pas mal avant, 5 ans avant 2013, donc qui nous amène au début des années 2010, pour voir si des trucs avaient bougé. Ça a quasi pas bougé, quoi. Donc, il y a une certaine inertie. Il y a une certaine dans les dynamiques. Donc, on peut se dire que ce qu'on observe là, bon, le Covid a eu un petit effet accélérateur. Je ne pense pas qu'on va avoir des bouleversements massifs en termes de trajectoire de localisation. Bon, ce faisant, il y a des trucs qui peuvent bouger un peu. Encore une fois, ça bouge quand même un peu. On sait bien que bon, est-ce que ça peut bouger plus et puis dans quel sens? C'est assez compliqué. Moi, quand même, je pense que on va avoir du mal à enrayer ces processus desserrement métropolitain, alors qu'ils posent plein de problèmes hein, quand même, hein, enfin, qui sont du point de vue aussi transition notamment, hein, parce que desserrement métropolitain, ça veut dire des gens qui habitent de plus en plus loin, qui vont travailler en voiture, donc ça allongement des déplacements, voilà, donc émissions GES, enfin bon, ça pose bon, mais on va avoir du mal à enrayer ça. En tout cas, il y a un sujet là-dessus. Il y a une autre grosse inconnue, c'est l'impact potentiel du télétravail, même si ça concerne pas tout le monde. Bon, selon les études, c'est 20, 30, 40% des métiers qui seraient télétravaillables. Ça peut faire bouger les choix de localisation. Ça peut inciter certains à aller encore plus loin, d'ailleurs. Donc peut-être ça va faire bouger et puis accélérer encore au niveau rural, au développement des villes moyennes. Donc difficile d'avoir, enfin d'anticiper, ça c'est sûr, on n'a pas de boule de cristal, hein. Mais on a des tendances à l'œuvre. Moi, je plaide toujours quand même aussi pour dire, au-delà des tendances macro générales, on a un peu de données. Regardez un peu précisément ce qui s'est passé là, dans le passé, voir un peu comment ça évolue. Ça donne des bonnes indications sur comment ça va bouger dans les années qui viennent, hein. Très bien. Alors, du coup, on va se référer à ce que vous venez de nous expliquer. Et peut-être une dernière question. On a vu un petit peu les liens entre les différents enfin, gradients d'urbanité. Est-ce que vos données permettent aussi d'analyser, par exemple, la persistance de phénomènes comme l'héliotropisme? Est-ce que c'est toujours présent? Est-ce qu'il y a toujours une forte attractivité des territoires plus ensoleillés, peut-être marins, ou ça aussi, c'est aussi en train d'évoluer peut-être? Non, non, c'est sûr que c'est un autre point. Alors effectivement, sur lequel j'ai pas insisté, je me suis focalisé sur le gradient d'urbanité, urbain-rural, etc. Mais de manière générale, c'est clair qu'on a des phénomènes plutôt qui profitent en termes de sol migratoire, où vont les gens, etc., qui profitent plutôt à la partie ouest et sud de la France. Donc, et quand on dit ça, donc partie ouest et sud, et encore plus, j'ai envie de dire en termes d'attractivité résidentielle, au profit des littoraux, ça c'est sûr. Alors, quand on regarde dans le détail au niveau des régions, je crois que celle qui, sur les dernières années, a les sols migratoires les plus forts, c'est la Bretagne. Littoraux, mais pas que, hein, l'ensemble de la Bretagne. Puis après, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment celle qui gagne au jeu des sols migratoires. Mais y compris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des territoires ruraux en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, la partie est, là, Aix-les-Mousins, tout ça, là, ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités. On peut avoir des territoires dont la population baisse, mais qui ont des sols migratoires positifs, hein. Donc, ça vient s'installer plutôt, voilà, et plutôt au détriment. Île-de-France, on va dire, hein, quand même, Paris perd, quoi. Alors, pour partie troisième, quatrième couronne d'Île-de-France, mais aussi province. Et puis d'un grand quart nord-est, quoi. Bon. C'est sûr, avec des sols migratoires qui sont négatifs, hein. On a quand même cette partition macro-territoriale, on va dire, hein. Puis ensuite, il y a ces mouvements en fonction du gradient d'urbanité. Ça continue. C'est ni bien ni mal, j'ai envie de dire, hein. Voilà, faut sortir des discours sur on est en compétition les uns avec les autres. Il faut prendre acte de cette réalité-là et se dire bah, qu'est-ce qu'on fait de ce faisant quand on est territoire à sol migratoire positif, sol migratoire négatif, population qui monte, population qui baisse, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi les enjeux? Quels projets on construit, quoi? C'est un vrai sujet. Et d'où là, enfin voilà, toujours pareil, hein, l'idée de dire avoir une bonne connaissance de notre réalité, de la réalité sociale des territoires sur lesquels on intervient pour mieux agir, quoi, hein. Enfin, ça me semble un peu fondamental, hein.
Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses et puis plus généralement pour l'ensemble de votre intervention, particulièrement intéressante, je pense, pour notre réseau d'agences qui est assez sensibilisé à cette question résidentielle et de plus en plus. On peut retrouver donc une partie de vos travaux dans la note de France Stratégie, je remets le lien tout de Mm. suite dans la discussion. N'hésitez pas à les référer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Encore merci Olivier Bourgogne d'avoir accepté notre intervention. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.